Écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour donc cette énième rencontre de quartier, puisque avec les élus qui m'entourent, on a attaqué depuis le 1er octobre dans tous les quartiers d'aller à la fois présenter ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Cette présentation a un petit peu changé. Voilà, je pense que c'est important aussi de ne pas toujours reconduire et refaire la même chose. Je vais dans un premier temps faire un petit laïus sur le budget, parce que voilà, ça permet de mettre à bas Radio Marom qui dit que la ville est surendettée, que le maire dépense à tout va, qu'il va augmenter les impôts. Vous connaissez ça, vous devez l'entendre tout comme moi. Un volet sur le développement durable, parce que voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui doit compter quand on mène des politiques. Un aménagement urbain, donc un zoom sur les aménagements urbains à l'échelle de la ville. Une approche sur tout ce qui est solidarité et logement, puisque vous avez vu qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la ville. Et puis un volet éducation-culture, parce qu'on consacre pas mal d'argent là-dessus. Et par nouveauté sur cette rencontre, un zoom plus spécifique, parce que c'était une demande qui m'avait été remontée, sur vos quartiers. Alors, un petit volet sur le budget. Voilà, pas vous noyer de chiffres, pas faire une présentation budgétaire, mais peut-être répondre à quelques questions que chacun peut se poser. Tout d'abord, il a fallu qu'on mette en place une rigueur absolue dans la gestion de la ville. Donc, j'ai dû faire beaucoup de coupes budgétaires et aller chercher le maximum d'économies. Pourquoi ? Parce que vous l'avez entendu, hein, ça s'est dit à la télé, les communes ont subi des dotations de l'État qui ont fortement diminué. Un chiffre à retenir pour ce qui concerne Marom. Sur la période 2014-2020, c'est-à-dire le mandat actuel, Marom s'est vu amputé de 5 millions d'euros. C'est considérable. Nous avons des budgets annuels en fonction des investissements qui vont de 18 à 20 millions d'euros. Donc vous imaginez, l'État nous a retiré sur ce mandat, de 2014 à 2020, 5 millions d'euros. Donc c'est des sommes considérables. Donc on a dû aborder une autre philosophie et moi j'ai souhaité que chaque euro dépensé soit un euro utile. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on lutte forcément contre le gaspillage. Alors vous avez ici un petit peu l'architecture d'un budget classique de la ville. Donc 37% à peu près de notre budget est consacré aux pôles moyens généraux. Voilà, pôles moyens généraux, c'est nos bâtiments, c'est notre personnel, c'est toutes ces choses-là, l'espace public. Donc vous le voyez, des gros volumes financiers. 22%, c'est notre deuxième poste le plus important, consacré à l'éducation, puisque vous le savez, les communes ont en charge la gestion des écoles primaires et maternelles, donc tout ce qui est bâtiments, travaux, il y aura une petite présentation. Et puis après, ça se répartit de manière plus ou moins homogène sur le reste de notre enveloppe globale du budget. Donc je disais, faire des économies. Donc j'ai souhaité vous présenter un petit peu des exemples. Évidemment, je vais vous faire le détail de partout où on a été gratté. Par exemple, on a diminué notre facture d'électricité de plus de 37 000 € de dépenses d'électricité en moins. Pour ça, plein d'exemples, je ne rentre pas dans le détail, je vais essayer de tenir 1 heure. C'est le challenge que je me donne, pour pas que ce soit trop long et puis que vous puissiez vous lever après pour venir nous poser les questions. Donc, l'électricité, comment on fait ? On change les lumières, on met du LED, on met des détecteurs, c'est le cas dans cette maison des associations, plus de boutons, ça s'allume uniquement quand il y a de la présence, et tout ça, et puis on évite que nos écoles restent allumées toute la nuit, je le dis parce que c'est arrivé. Donc voilà, une rigueur absolument sur nos consommations. Sur le chauffage, là, la ville touche les bénéfices de notre réseau de chaleur au bois, parce que vous savez que le gaz augmente, il a augmenté au 1er juillet, il va augmenter au 1er janvier, et il va réaugmenter au 1er juillet prochain. Les spécialistes que j'ai rencontrés sur d'autres dossiers me disent que la molécule de gaz va prendre 22 € supplémentaires dans les 2 ans qui viennent. L'électricité va aussi augmenter considérablement.
Donc c'est là qu'on s'aperçoit que d'être accordé au réseau de chaleur, ça nous permet de faire des économies à l'échelle de la ville. Vous imaginez qu'on a beaucoup de mètres carrés. On a économisé aussi tout ce qui est la consommation de papeterie, de papier, tout ce qui peut utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, le service des ressources humaines de la ville est passé à 0 papier. Le service finance de la ville est passé à 0 papier. Les élus aussi, on passe à 0 papier. On est en dématérialisé complet. Et puis, on a fait des économies fortement en rationalisant et en allant arrêter de produire des documents qui ne servaient à rien, que personne lisait. Donc, c'est aussi ça, faire des économies. Ensuite, un volet important, les charges financières. C'est quoi les charges financières? Charges financières, c'est le coût de la dette. Vous savez que quand vous empruntez, vous faites un prêt, ce qui coûte le plus cher, c'est le remboursement des intérêts. Eh bien, moi, j'ai souhaité qu'on diminue fortement la dette de la ville. On n'était pas forcément très endetté. On avait en 2012 le pic. Le pic de 2012, ça correspond à quoi? C'est l'emprunt pour construire la médiathèque. Voilà. Donc il y a toujours des pics dans les collectivités. En 2012, vous voyez, on avait un pic où on était à peu près à une dette de 1006 € par habitant. La moyenne de notre strate, on parle d'une strate, vous savez, on classe les communes par taille. Nous, on est dans la strate des 10 000, 20 000 habitants. La moyenne de la dette par habitant dans notre strate est de 1100 €. Donc on était dans la moyenne de la dette par habitant des communes. Voyant les difficultés financières qui nous étaient imposées par nos dotations qu'on avait perdues, j'ai souhaité diminuer fortement cette dette. On a diminué la dette depuis 2012 de 45%. Aujourd'hui, nous avons une dette par habitant de moins de 650 €. Donc on est largement en dessous de ce que font les autres communes. Notre dette aujourd'hui est complètement maîtrisée. Je ne fais pas partie des élus qui pensent qu'il faut avoir 0 dette. Je pense que ce n'est pas une bonne gestion de dire on a 0 dette. Je vous donne un exemple. Quand la ville emprunte, aujourd'hui, il y a un taux pour les emprunts. Le taux, aujourd'hui, vu notre bonne gestion, parce que les financiers, ils vous prêtent en fonction de la santé financière de la ville. Aujourd'hui, la ville emprunte avec des taux à 0,57% sur 10 ou 15 ans. Ce qui veut dire quoi? Que quand vous empruntez à ces taux-là, vous gagnez de l'argent, puisque l'inflation est plus importante de ces taux. Donc on a une maîtrise complète et une diminution de 45% de notre dette, tout en maintenant des investissements conséquents. Parce que vous le voyez par vous-même. On a quand même des travaux un petit peu partout. Et on continue à transformer la ville. Et j'ai bien le sentiment que des fois, ça fait un peu peur. On se dit, mais mon Dieu, où il va chercher tout cet argent? On va se prendre une douche au niveau des impôts. Il est en train de couler la ville. Tout se dit. Tout se dit. Parfois par méconnaissance. Donc je suis là pour vous donner le bon niveau d'information. Parfois par jalousie ou je ne sais quoi. Donc c'était mon devoir de reposer un petit peu les choses, parce que le niveau d'investissement, il est conséquent sur la ville. Sur ce mandat, 2014-2020, on va investir plus de 17 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a 17 millions d'euros qui vont être injectés dans l'espace public, dans les écoles, dans tout ce que vous pouvez voir. On investit à peu près 2,5 millions d'euros par an, tout en continuant à diminuer la dette. Alors comment on fait? C'est les économies. Les économies, ça nous dégage des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre, eh bien, on les réinvestit. Et tout ça crée un cercle vertueux. On a fait un exploit, ce qui est un exploit pour une collectivité en 2018, puisqu'on a fait tout un exercice budgétaire en investissant, et en 2018, on a fait 0 emprunt. Et quand on fait une année sans emprunt, eh bien, l'endettement, il plonge encore plus. Je viens de travailler ce matin et toute la journée sur le budget 2019. Je peux vous assurer que les nouvelles vont être très bonnes pour l'exercice 2019 en termes de santé financière pour la ville. On tient tout ça. Tout ça est toujours très fragile, puisqu'on est tributaire des décisions de l'État quant aux dotations. Sur le développement durable, je fais un chapitre sur cette partie parce que je considère que c'est important. C'est l'enjeu du siècle à venir. Une planète, on n'en a qu'une. Et malheureusement, depuis des dizaines d'années, collectivement, et je me mets dedans,
on n'en prend pas particulièrement soin. Les choses se dégradent fortement et on met en jeu le bien-être de nos générations futures. Et là, moi je le dis souvent, l'écologie, ce n'est pas le dogme d'un parti politique. Il ne suffit pas d'avoir sa carte chez les Verts pour dire « je suis écolo plus qu'un autre ». Non. Moi, je pense que l'écologie, aujourd'hui, c'est un devoir citoyen. Encore plus quand on est aux responsabilités comme moi. Donc, on décline aujourd'hui une vraie politique environnementale. Vous savez qu'il y a eu la COP21, qui a été signée à l'échelle du pays, de la planète, puisque Laurent Fabius, en son temps, qui était président de la COP21, a réussi à mettre d'accord tous les pays du monde, ce qui n'était jamais arrivé, sur des engagements de réduction de production de carbone, de CO2. Donc ça, c'était le premier espoir. Ensuite, ça a de l'intérêt uniquement si ça se décline en dessous. Donc la France a pris des engagements. Et puis, la métropole en Normandie s'est dit, bah, nous aussi, à notre échelle de la métropole, des 71 communes, on va prendre un engagement pour réduire notre production de carbone. Et les 71 communes, vous voyez, on descend, se sont dit, bah, nous aussi, on va prendre des engagements. Et évidemment, une ville comme Maromme prend des engagements. J'ai présenté au conseil municipal fin septembre, et d'ailleurs ça a été voté à l'unanimité, des engagements que va prendre Maromme entre 2020 et 2025, et déjà dès 2019. Des engagements très simples, qui peuvent faire sourire, mais qui sont des enjeux déterminants. Je pense qu'on a toutes et tous notre petite pierre à apporter sur cette démarche. Alors, l'économie d'énergie, la production de carbone en moins, c'est quoi? Je le dis souvent, la principale économie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Pour ça, il faut s'engager dans une meilleure maîtrise de nos consommations, notamment nos consommations de chauffage. Donc c'est pour ça qu'en lien avec les bailleurs, bah, c'est pas facile hein, les bailleurs, beaucoup vous êtes en contact avec eux pour arriver à faire bouger les bailleurs, vous le voyez, une porte d'entrée, une cage d'escalier, un interphone, un ascenseur qui marche pas, voilà, c'est franchement pas facile. Mais à force de l'étaner, je ne réussis pas toujours, hein, parce que vous êtes beaucoup à me dire « Monsieur le maire, il faut intervenir, les poubelles y traînent, ainsi de suite ». Des fois, ça ne marche pas. Mais là, j'ai réussi à emmener tous les bailleurs dans une démarche. C'est le fait de les avoir mis en concurrence aussi qui m'a permis ça. Tous les immeubles collectifs de la ville sont entièrement refaits et isolés par l'extérieur. C'est sûr qu'il y a le côté esthétique. On voit toutes les portes de la ville qui ont été refaites. Ça change d'allure. Hein, on le voit, il y a encore la tour Hôtel de Ville qui est restée en gravillon. Tout le reste, on aime ou on n'aime pas. Hein, le choix des couleurs et tout ça, l'architecture, on a autant d'avis qu'on est dans la salle. Mais au moins, c'est quand même un peu plus propre que ce que c'était avant. Et surtout, c'est mieux isolé et ça va permettre une diminution de la facture énergétique. Donc, ce qu'on a fait sur les portes de la ville va s'engager sur le quartier La Clairette. S'il y a des questions, je suis comme vous, on ne voit rien venir. Hein, ça devait avoir déjà commencé. Sur la tour Auvergne et Bourbonnais, vous savez, c'est ces deux grandes tours que j'appelle souvent les tours jumelles, en espérant qu'ils finissent mieux, qui sont complètement réhabillées. Donc esthétiquement, ça va quand même avoir une autre allure, mais surtout, on va isoler. Donc les travaux sont en cours. D'ailleurs, la façade de la tour Auvergne, on commence à bien la voir quand on est à Notre-Dame de Bondeville. Ceux qui habitent Clairjoie le savent, l'installation de photovoltaïque, la chaufferie, vous le savez. Dans les engagements de la COP21 qu'a pris la ville de Maromme, à partir de maintenant, nous n'achèterons plus de véhicules légers essence ou gasoil. Ça sera que des véhicules légers électriques. Pas encore les camions, parce que la technique n'a pas encore assez avancé pour que nos camions soient électriques, mais il commence à y avoir des choses, donc je pense qu'on va emboîter le pas assez vite. On avait obtenu le label, ça je l'avais dit. Et puis, beaucoup doivent se dire, mais mon Dieu, c'est où? La photo du milieu. Et ça, c'est une belle victoire parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Tout le quartier du stade, ces immeubles qui sont sur les coteaux, rue du 8 mai, vont être entièrement refaits et réhabillés complètement de l'extérieur. Ça en avait franchement besoin, parce que c'est pas très joli, mais aussi parce que ce sont des passoires thermiques.
normal, hein. Tous ces immeubles qui ont été construits les années 60 n'ont pas été pensés avec les normes d'aujourd'hui. Et puis, pourquoi la photo du tennis? Vous allez vous dire, je ne vois pas le rapport. Tout simplement parce que c'est un bon exemple. Alors, il y a plein d'exemples, on n'en a retenu que quelques-uns. Le tennis, on a fait le choix de changer les lampes. Vous savez, c'était des grandes lampes au sodium qui marchaient toute la journée. On a tout passé en LED. L'économie, par an, rien que pour 3 cours de tennis, plus de 30 000 € d'économie d'électricité parce qu'on a tout passé en LED. Voilà. Donc, c'est des exemples. Dans les engagements de la COP21, au niveau des écoles, au niveau des ruches, toutes ces choses-là, on va s'engager. Donc 10 000 tonnes de CO2 produits en moins au-dessus de Maromme. Donc ça, c'est notre contribution à cet effort, en grande partie grâce à la chaufferie et des économies d'électricité qui sont conséquentes et qu'on va continuer à accentuer. Dans les engagements, donc j'insiste, hein, c'est une délibération du conseil municipal. C'est pas le maire qui est là, qui fait des effets de manche, à vous dire on va faire ça, on va faire ci, puis plus tard, ça ne sera pas fait. Non. J'ai voulu que ça soit un acte officiel, à travers une délibération. Dans les exemples, rapidement, on a maintenant des poules qui appartiennent à la ville. Ça fait sourire. Sauf que c'est aussi ça le développement durable. Qui sont installés au service technique, mais on va peut-être réfléchir à d'autres installations dans la ville. Pourquoi des poules? Tout simplement parce qu'on va premièrement lutter contre le gaspillage dans les écoles. Il faut se le dire, hein. Il y en a un petit peu, donc on a des gros efforts à faire. C'est aussi éduquer. Et puis, eh bien, tous ces déchets organiques de toutes les cantines de la ville sont portés dans ce poulailler pour nourrir les poules des déchets organiques qui, elles-mêmes, vous l'avez compris, produisent des œufs qui sont réintroduits dans la cuisine centrale. C'est aussi ça, le développement durable. En bas, la petite photo que vous avez ici, l'installation d'une grainothèque. C'est quoi la grainothèque? Je vois qu'il y a des artisans qui sont dans la salle qui participaient à ce projet. Eh bien, chacun dans son jardin a des petites graines de fleurs ou autres, les met dans un petit sachet, vient les déposer à la médiathèque et puis peut reprendre d'autres graines qu'il n'avait pas. Et c'est une sorte de bourse-échange sur la grainothèque. Le centre-ville, où on a planté un verger, et d'ailleurs on va voir, on est en train de voir à planter des vergers un peu partout dans la ville. L'eau pour arroser, pour nettoyer les rues avec la balayeuse. Ça, c'est officiel. Dans l'engagement COP21, on a pris un peu d'avance. Il n'y a plus une seule goutte d'eau tirée du robinet pour arroser la ville ou pour nettoyer la ville. Tout est en eau de puits récupérée, à la fois sur la médiathèque où j'ai fait mettre une grande citerne sur la totalité, sous la totalité de la médiathèque, et sur nos services techniques à la Maine où on a aussi une très grosse citerne. Et même avec la sécheresse qu'on a eue cet été, on avait encore de l'eau, puisque pour vous dire comment les citernes sont dimensionnées. L'installation de ruches. Donc ça, on a des ruches qui sont installées sur la médiathèque, 4 ruches, mais on va, dans les engagements qu'on a pris au niveau de la COP21, continuer à en mettre un peu partout, notamment sur nos bâtiments. Sans doute sur ce toit, sans doute au centre de loisirs, un peu partout, on va installer des ruches. Pourquoi des ruches? Vous le savez bien, enfin, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, les abeilles sont en voie de disparition. Et l'endroit où les abeilles vivent le mieux, c'est en ville. Parce qu'à la campagne, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, mais ils ne mettent pas que de l'eau claire dans les champs. Et donc, ça a détruit tous les abeilles. Sauf que l'abeille est nécessaire à la biodiversité. Parce que sans abeilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Donc, nous, on participe à notre manière, en développant des ruches un peu partout dans la ville, à réintroduire un peu plus les abeilles pour justement continuer à développer la flore. Ici, des arbres. On a pris un engagement dans cette COP21 locale. Vous savez, il y a beaucoup de maires, ils disent, mais un arbre abattu, un arbre planté. Et ben moi, je me suis dit, on va aller plus loin. Donc, on a pris un engagement, un arbre abattu, 2 arbres plantés. Alors, pas l'un à côté de l'autre, ça n'aurait pas de sens, à l'échelle de la ville. À l'échelle de la ville. Donc, ici, par exemple, l'hiver dernier, eh bien, on a planté avec les enfants de toutes les classes de la ville 700 arbres, ici, sur le coteau. Et à l'hiver prochain, on va replanter 700 arbres. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui, en 2 ans, aient planté 1400 arbres uniquement dans la forêt, mais vous allez voir, on en plante un petit peu partout. On en coupe, parce que voilà, il faut avoir ça en tête, hein. Un arbre, ça vit,
Enfin, ça naît, ça vit, ça meurt. Hein. Donc à un moment donné, les arbres sont amenés à être coupés. Mais c'est aussi important d'en replanter. Sinon, effectivement, ça ne participe pas à tout ça. Et là, tout le monde doit se dire, mais c'est qui sur la photo? C'est pas moi. C'est la chèvre. Pourquoi? Parce qu'on a pris cette initiative forte d'installer une ferme pédagogique sur la ville. Certains ont peut-être lu le magazine qui vient d'arriver. Vous avez peut-être lu dedans, proche de votre quartier, au cœur de votre quartier, sur tout le coteau qui est ici, hein, qui va des douanes jusqu'au chemin des coteaux. Tout cet espace qui est municipal. Donc pour vous situer, vous avez le cimetière ici. Ici, c'est le Val aux Dames, ce qu'on appelle la côte du cimetière. Et puis ici, on a la rue du 8 mai, d'accord, avec le quartier du stade. Et le stade qui se trouve juste en haut. Voilà, nous, on est là. Cet espace était constructible. Quand je suis arrivé comme maire en 2008, il était prévu d'installer ici un lotissement. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, on a classé avec le conseil municipal tout cet espace en espace N, en espace naturel. Cet espace est devenu inconstructible. Et tout cet espace va être occupé par des animaux qui vont l'entretenir. On n'a rien inventé. Hein. On revient 60 ans en arrière. Donc, va être installé dans ce grand espace des chèvres, des poneys, je crois qu'il y a des cochons vietnamiens, des moutons, des ruches, évidemment. Comment? Des lapins, voilà. Et cet espace, donc, qui est une ferme pédagogique, mais les animaux, évidemment, c'est le premier but, vont entretenir tout cet espace, éviter d'avoir des engins mécaniques qui marchent à l'essence, ainsi de suite. Et on va organiser pour que chacun puisse aller découvrir un peu. Alors, c'est le tout début. C'est pour ça que vous avez vu les clôtures. Hein. Il y a une clôture rue du 8 mai qui a été installée, une clôture pour animaux. Et puis sur le Val aux Dames, ici, on a installé toute une clôture ici. C'est pour les animaux. Donc cet espace va être complètement destiné aux animaux et on va l'ouvrir au public. Et vous allez pouvoir, avec des jours qui vont être déterminés, avec les enfants, je pense, aller visiter cette ferme pédagogique où chacun pourra y voir des animaux. Donc ça va commencer, vous l'avez vu, c'est inscrit dans le magazine. Il y a une porte ouverte le 21 octobre. Donc pour rentrer, ce n'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas encore fini les aménagements. C'est juste en face du cimetière. Vous montez ici. Voilà, vous pouvez monter le coteau, prendre l'escalier qui est au bout et hop, vous allez arriver dans la parcelle. Donc là, ça vous permettra à chacun de pouvoir observer tous ces animaux qui seront installés donc, un petit peu cet hiver, mais évidemment beaucoup plus au printemps. Alors, l'aménagement de la ville, c'est aujourd'hui beaucoup de travaux. Tout le monde l'a constaté. Mais si on veut une ville qui se transforme, alors les travaux, ça embête tout le monde, hein, on est d'accord, on peste tous quand on est dans les bouchons. Moi j'arrive, la route est barrée. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est moi qui l'ai fait barrer. Mais je suis comme vous. On est tous bloqués, on se pète tous à un moment donné. Mais à un moment donné, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir envie que ça bouge et ne rien faire. Donc moi, je prends mes responsabilités et je me dis, on y va. On fait quand même s'il y a des nuisances, parce qu'on est obligé de passer par là. Donc, sur cet aménagement, la rue des Martyrs, je ne vais pas en faire des tonnes. Vous voyez comment ça se passe. Vous suivez ça dans le magazine, ça avance, on est dans les délais, tout sera fini au mois de mai prochain. Ça a été très long, on a fait beaucoup de travaux d'assainissement, d'égouts, tout était effondré, ça n'avait pas été fait depuis 60 ans en dessous. Sauf que quand on tire sa chasse d'eau, on est content que ça parte, mais il faut imaginer qu'il faut la suite. Et donc tout était broyé dans les réseaux, donc il a fallu tout ouvrir et tout refaire. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle les travaux du dessous, qui ont été très longs, et on a l'impression que ça avance pas. Mais il paraît logique de faire les travaux du dessous avant de faire les travaux du dessus. Donc un aménagement beaucoup plus qualitatif, où on va mettre une piste cyclable, où tout va être aménagé. On commence à voir à quoi ça va ressembler au carrefour de la Valette. Hein, les feux vont être mis en route à la fin du mois, des espaces verts, on voit les réverbères, on voit les feux. Voilà, faut essayer de se projeter encore un peu, c'est pas facile, pour se dire, voilà, ce qui est fait au carrefour de la Valette, ça va être la suite jusqu'à la rivière du Cailly. Autre exemple important, on l'a mis parce que c'est une concrétisation, la place Saint-Just. Vous voyez, c'est cette place qui est à côté de la place de la mairie, juste derrière le Fève Traiteur, et puis de l'école Flaubert. Vous voyez, cette place a été comme ça avant.
pas folichonne. Alors, je sais qu'il y a des nostalgiques des Hallettes et de cette ancienne place, mais heureusement, ils ne sont pas nombreux. Bon, elle était très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on avait des enfants, même des adultes d'ailleurs, qui traversaient cette place, moi le premier, hein, on coupait, on traversait entre les voitures, sur le parking, ce n'était pas identifié. Aux abords d'une école, ce n'était pas entendable. Donc, typiquement, on a aménagé des chemins piétonniers pour la sécurisation des piétons, qui manquaient crucialement. Et puis, on a aussi, puisqu'on en a profité, toujours dans cette démarche environnementale, de se dire il faut qu'on en profite et qu'on mette du stationnement avec des places pour recharger les véhicules électriques. Donc, on a mis 4 places pour les véhicules électriques. Et puis, il n'y a peut-être pas d'amateurs de 2 roues dans la salle, mais aussi, il y avait une grosse lacune, il n'y avait pas de stationnement pour les 2 roues motorisées. On l'a mis aussi en place. Et puis, pourquoi on vous montre aussi cet exemple? Tout simplement parce qu'on le voit bien, ici, on avait des maisons avant. Et typiquement, je m'arrête sur cet exemple parce qu'il montre bien à quoi sert une collectivité et à quoi sert l'argent public. Un privé, quand il achète un patrimoine, quand il le rase, c'est pour reconstruire et gagner plus d'argent que ce que ça lui a coûté. Et donc, du coup, des fois, des projets qui sortent de terre, dans une notion de rentabilité, qui mettent à bas certaines démarches. Nous, on a fait un autre choix. On a acheté ces maisons. On les a désamiantées. En plus, on a eu la chance qu'ils soient complètement amiantés. Donc ça nous a coûté de l'argent. On les a rasés. Et on a fait le choix de ne pas reconstruire. C'est-à-dire qu'on a acheté, rasé, pour planter de l'herbe et des arbres. C'est un choix. Dans la ville, il y a des endroits où on construit, voilà, là où il y a de l'habitat, il y a de la densité, et il y a des endroits où, au contraire, on crée un peu moins de densité et une sorte de poumon un peu pour s'oxygéner. Alors, sur la ville et sur ces aménagements urbains, on a également l'attractivité que donnent ces travaux. Je m'explique. Sur la rue des Martyrs, on commence déjà à le voir. On verra si on le voit aussi sur le centre Binche. Pas encore, mais on verra par la suite. En refaisant la rue des Martyrs, on a réussi à emmener les commerces. Vous voyez, typiquement, Super U, ici, refait toute sa façade. Réaménage toute sa façade. Alors, une fois fini, ça ne sera pas comme ça devant, puisqu'on refait l'équivalent de la place de l'Hôtel de Ville devant Super U, avec des arbres, des magnolias, du qualitatif, des bancs, et ainsi de suite. Mais vous voyez, Super U s'est dit, attendez, monsieur le maire, vous, devant chez moi, ça va être superbe, vous allez faire des beaux aménagements, ma façade elle va faire tristounette. Donc, il a décidé, avec le groupe Super U, de refaire entièrement l'enveloppe de Super U. Déjà, il avait fait un peu de travaux à l'intérieur, ça en avait besoin. Là, ils vont aussi faire l'extérieur. Et puis, on a d'autres commerces qui sont devant Super U, qui sont aussi dans la même démarche. Ce qui peut se comprendre, puisqu'aujourd'hui, la rue des Martyrs est très moche. Donc, quand on a un ensemble qui est assez moche, on ne voit pas trop. Là, la rue va être très belle. Et si les commerces restent moches, le contraste va être encore plus fort. Donc, on arrive à emmener, vous l'avez vu sur ce projet, les commerces, les bailleurs sociaux, pour créer un ensemble. Ce qui se passe ici, donc là, c'est du concret. On espère bien qu'une fois qu'on aura fini, notamment dans votre quartier, le nouveau quartier Simone Veil, qu'on arrivera à emmener une même dynamique. En tout cas, j'ai rencontré l'ensemble des commerçants et des choses sont en train de se préparer, et tant mieux. Ensuite, ici, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez la maison Pélissier. C'est ce que vous appelez plus communément Troc de Lille. Là, ça parle plus. Donc, on vend ce bâtiment qui appartient à la ville, non pas pour le raser, parce que voilà, des fois, il faut raser, il ne faut rien construire, il faut raser, il faut reconstruire, puis des fois, il faut réhabiliter. Là, on va réhabiliter entièrement ce bâtiment, donc on le vend à un promoteur, pour y mettre du commerce. Donc, vont s'installer dans ce bâtiment une très grande brasserie, plus de 300 couverts, qui est une brasserie du centre-ville de Rouen, opticien, salon de thé, boulangerie, dentiste, cabinet d'avocat et une crèche de 40 places. Donc, tout ça va créer un ensemble. C'est parti. Le dernier locataire est parti. Les travaux vont démarrer en janvier. On a prévu d'ouvrir la crèche pour vous donner un peu une deadline pour la rentrée prochaine.
Mais j'en dirai plus de détails quand on parlera de la jeunesse. En ce qui concerne la coulée verte, donc pour vous situer, Val aux Dames, appelé à côté du cimetière, Carrefour de la Valette, rue des Martyrs, voilà, et rue de la République, ici. Comme on a une ville à forte densité, il faut quand même que de temps en temps, on donne un peu d'oxygène à tout ça. Alors, on ne peut pas le faire partout. On ne peut pas faire partout. Il faut aussi avoir des opportunités foncières pour pouvoir le faire. Donc, on a décidé, en partant de la rue du 8 mai, vous voyez, qui est ici, sur toute la longueur de la ville, de faire ce qu'on appelle la coulée verte. Donc, c'est une bande ici qui fait 30 mètres, qui va être aménagée. Donc, elle va être aménagée, les travaux démarrent à la fin du mois. Donc, l'aménagement, il va être celui-ci. Vous voyez, on va planter des fruitiers, planter des arbres, mettre des ruches, évidemment. Et puis, vous voyez, c'est toute cette partie-là qui va être aménagée. Et puis, la partie qui continue. L'idée, c'est qu'on va relier la rue du 8 mai au square de Norderstedt qui se trouve derrière l'hôtel de ville. Et tout ça va créer un grand ensemble d'un grand square. On va multiplier le square de Norderstedt par 4 en superficie. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui, dans leur centre-ville, multiplient leur espace vert par 4, où on va planter beaucoup d'arbres, on va faire tous ces aménagements. Vous avez peut-être vu, à un moment donné, il y avait une photo juste ici, de fauteuils. On va mettre des fauteuils dans le square, en PVC recyclé, évidemment. Et on va commencer à en mettre là, et on ira peut-être en mettre dans les quartiers aussi, si ça marche bien. Donc voilà, moi je suis pour qu'on ait des choses contemporaines, un peu flashy, et qu'on vive au bon siècle. Alors, cette coulée verte, évidemment, il ne faut pas qu'elle arrive sur rien. Donc, on va la connecter à ce qu'on appelle la coulée bleue. La coulée bleue, c'est quoi? C'est cet espace qui longe le Cailly. Donc, vous avez Notre-Dame de Bondeville ici, tout ce qui est Moulin à Poudre, lycée Sainte-Thérèse. Vous avez la rue des Martyrs ici. Vous avez l'église ici avec le petit chemin qui passe sur l'île. Vous avez Novandie. On aura l'occasion d'en dire quelques mots. Et vous avez votre quartier, la Clairette, qui est ici. Ce qui est en violet, aujourd'hui, est réalisé en piste cyclable. Donc ça, c'était un premier objectif. Je pensais sincèrement, quand j'ai eu cette idée et que j'ai lancé cette démarche que j'appelle la balade du Cailly, que ça mettrait des dizaines d'années et que ça serait sans doute les autres maires qui termineraient ce projet. Il se fait que, force peu de secouer tout le monde, on va réussir l'année prochaine, à la même époque, à avoir terminé la totalité du tracé. Donc, va être réalisée cette partie, qui était la partie la plus compliquée, puisque c'est la partie qui va traverser la Lyonnaise. Vous savez, cet endroit où personne n'est jamais rentré. Pour cause, c'est un captage d'eau, et vous savez qu'avec le risque attentat, les captages d'eau aujourd'hui sont hyper sécurisés, ce qui est bien normal. Donc, faire passer une piste cyclable dans une emprise du captage d'eau n'était pas aisé. Mais on a réussi à trouver des solutions. Donc, à la même époque, l'année prochaine, on pourra partir de Notre-Dame de Bondeville, longer le Cailly dans sa totalité jusqu'à des villes où des villes a déjà fait son petit bout lui aussi. Donc, vélo, poussette ou autre. Et j'ai oublié de le dire, mais sur la rue des Martyrs, de la chaufferie bois, en passant devant Super U, jusqu'au pont du Cailly, il y aura une piste cyclable que vous voyez ici, sur la rue des Martyrs. Quand vous voyez cet aménagement, donc je rentre dans le détail parce qu'on est dans votre quartier, vous voyez aujourd'hui la piste cyclable a fait ça sur la Clairette, elle contourne l'église évangélique qu'il y avait ici parce qu'on ne pouvait pas couper Tiffin. Tiffin a été vendue. Elle a été vendue à un promoteur, donc c'est une relation de privé à privé, la ville n'a pas eu à dire son mot là-dedans, donc ça devrait être 2 petits immeubles de 20 logements qui se construisent de chaque côté. Mais comme dans le plan local d'urbanisme, j'avais inscrit ce qu'on appelle un droit de préemption sur un tracé. Et j'avais inscrit ce tracé en disant le jour où, nous, on imposera le tracé. Donc j'ai rencontré le nouveau promoteur, il est ravi. Donc la piste cyclable, celle-ci continuera d'exister, parce qu'elle a tout son sens, mais traversera l'entreprise Tiffin pour continuer à longer le Cailly, ce qui est un espace aussi assez remarquable. Donc tout ça est calé. Donc ce qui fait qu'on va passer de 0 mètre de piste cyclable à 3,5 km. Tout ça en à peine 5 ans. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette démarche de piste cyclable, on fait la même chose sur le quartier de la Maine.
on va faire des pistes cyclables sur tout le quartier de la Veine. Après, on est en train de réfléchir sur une piste cyclable qui relierait la ville basse et la ville haute. Parce qu'on me dit que maintenant, en vélo électrique, c'est quand même plus facile. Donc, on est en train de réfléchir pour voir à connecter, mais pas de téléphérique, il faudra toujours appuyer sur les pédales. Alors, mieux vivre à Maromme. Sur la politique du logement, on a des projets qui sont partis, hein, et il faut se dire une chose, c'est que véritablement, notre ville est beaucoup plus attractive qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, des promoteurs viennent, construisent, vendent très vite. Et le maire n'a plus besoin forcément d'impulser. Donc je l'ai fait pendant très longtemps pour justement emmener les choses. Et aujourd'hui, les choses avancent. Pour vous donner un exemple, tous les projets immobiliers privés sur la ville sont tous vendus avant d'être finis. Tous les projets immobiliers que vous voyez sortir de terre sur la ville sont tous vendus. Pour vous donner quand même que, en termes d'attractivité, les choses ont quand même bien changé. Ici, on a ce qu'on appelle les moulins de la demi-lune. Ça se trouve à côté du garage Citroën, vous savez, dans le prolongement de l'ancien Pôle emploi. Au bout, on arrive à ce qu'on appelle le casse-gueule. Voyez. Donc là, même chose, ils sont en train de faire les enduits, tout est vendu. Ici, c'est nouveau, c'est le panorama. Typiquement, quand je vous disais qu'on a une autre attractivité, donc là, c'est un privé qui a vendu son terrain à un promoteur privé. Voilà, la ville n'a pas intervenu là-dedans. Et ce promoteur n'avait jamais travaillé dans notre secteur. C'est un promoteur qui a beaucoup construit sur Franqueville-Saint-Pierre, Mini-Lénard. Voilà. Donc aujourd'hui, 10 petites maisons. Voilà. Il avait une ambition de faire un peu plus. Je dis, à un moment donné, il faut que ça soit à échelle humaine. Donc, c'est en commercialisation. Ça n'a pas encore commencé puisqu'il devrait pas tarder. Ici, ce qu'on appelle le projet du Clos des Roses, impasse Trotteux et Saint-Martin. Alors, je suis bien conscient, hein, tous ces chantiers causent beaucoup de nuisances, c'est compliqué pour les riverains, je suis bien d'accord. On essaye, nous, ville, de pondérer tout ça, mais ce n'est pas toujours facile. Typiquement, ici, le Clos des Roses, 36 maisons, hein, impasse Trotteux Saint-Martin en face Maminova, vous voyez. 36 maisons, donc il y a encore des fondations de fait, ils commencent à sortir les murs. Les 36 maisons sont vendues, typiquement en accession. Même chose. Il y a des choses où j'essaye de me battre quand même. Sur ce projet-là, j'ai réussi à avoir une TVA à 5,5 sur les maisons, plutôt qu'à 20%. C'est quand même 15% d'économie sur une maison, ça commence à compter un petit peu. Ce quartier, que vous connaissez bien, qu'on dénomme le quartier Simone Veil, on a délibéré en conseil municipal, donc ce nouveau quartier Simone Veil qui sort de terre, les premiers logements vont être livrés. Je m'arrête un peu sur ce quartier parce que sortent ici les derniers logements sociaux de la ville. Nous avons pris une délibération au conseil municipal au mois de mai. Maromme ne construira plus de logements sociaux. Je considère qu'à 55% de logements sociaux, on a fait notre part. Moi, je dis que les autres communes, Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume, soient à 55, même à 50, et puis après, on discutera. Je pense qu'il faut se répartir les missions. Moi, je n'ai pas à rougir de la décision que je prends, et elle a été prise avec l'ensemble du conseil municipal. On va déjà bien s'occuper de ce qu'on a. Et puis, s'il y a des projets privés qui sortent de terre, ce qui est le cas, je vous ai montré, et bien, tant mieux. C'est ce que ça crée, ce qu'on appelle de la mixité. Mais je reviendrai sur le quartier Simone Veil. Donc, c'est vraiment un enjeu de taille. Donc, ça, vous connaissez. Moi, parce que la construction de logements neufs, c'est bien. Mais ce que je vous disais pour la rue des Martyrs et des commerçants, ça vaut aussi pour les logements. Si on n'a pas une cohérence sur l'ensemble de la ville en termes de construction de neuf et de réhabilitation, ça crée des contrastes. Sachez que sur la ville, on a une particularité dans le département. Vous savez, il y a un indicateur économique qui compte le taux de vacances d'appartements dans une ville. Je vais vous donner un chiffre. La ville d'Elbeuf a un taux de vacances, donc d'appartements inoccupés, de 24%. Je vous donne le record. Nous, on a le chiffre de vacances le plus faible de toute la Seine-Maritime, c'est-à-dire 6%.
6%, c'est difficile de descendre en dessous parce que vous savez, déménagement, aménagement, état des lieux, on refait l'appartement. Donc on considère qu'à 6%, on est vraiment au plus bas. Donc réhabilitation, dans votre quartier, ce qui concerne la Clairette, j'ai pas plus d'infos à vous donner, je n'ai pas réussi à joindre, je voulais le joindre cet après-midi pour pouvoir vous en donner un peu plus. On est comme vous, on ne voit pas les travaux démarrer. Pourtant, nous, derrière, on avait prévu de refaire le parking et ainsi de suite, mais on ne va pas refaire le parking tant que ce n'est pas fini. Donc on est en train de repousser ça, ce qui n'est pas facile pour nous parce qu'on avait des inscriptions budgétaires. Donc je pense qu'on ne l'inscrira pas au budget 2019, le parking, parce que ça ne sera pas fini. En tout cas, nous, on est prêts dans notre tête à le faire, mais voilà, bon, des travaux qui doivent démarrer avec les annonces, les réunions qu'ils ont faites, évidemment, ça va se faire, mais ça serait bien quand même qu'on sache quand. Ici, alors ceux qui ont en tête, qui se disent, mais mon Dieu, le chauffage, comment on va faire ? Vous en faites pas, hein, ça s'est passé dans plein d'endroits dans la ville où on est passé d'un mode de chauffage à un autre. Tout ça se fait en une demi-journée. Hein. C'est vraiment indolore. Mais ces questions-là, il faudra vraiment les poser à votre bailleur social. Les portes de la ville qui ont été entièrement refaits et puis la tour, voilà. On réhabilite au maximum l'ensemble du parc. C'est des choses qui sont importantes. Ce projet, pareil, de construction de logements. Tout le monde est là, ouvre ses yeux en grand, on se dit, mais mon Dieu, c'est où? On est à la demi-lune, voilà, très bien. Donc demi-lune, ici, vous avez le bar PMU de la demi-lune, d'accord? Et ici, on a ce que j'appelle la verrue de la ville, ce qu'on appelait la cervoise du nom du bar. C'est une arlésienne. Depuis que je suis maire, il n'y a pas eu un mois où on n'a pas causé de ce sujet dans mon bureau. Confronté à un monsieur qui considère qu'il n'a pas lieu de vendre son immeuble, poursuivi par le Trésor public, parti au Vietnam, en disant puisque l'État français m'embête, je vais les embêter, je ne vendrai pas mon immeuble. Les choses se sont débloquées, puisque ce monsieur a été mis en faillite personnelle. Un liquidateur judiciaire a été nommé, et là, tout de suite, on s'est précipité à Paris pour aller rencontrer le liquidateur judiciaire, et en faisant une offre. Et ma proposition a été très claire. Je dis, c'est ce prix-là, et si vous n'achetez pas à ce prix-là, j'engage une procédure, et on est reparti pour 10 ans. Le job d'un liquidateur, c'est de récupérer l'argent pour rembourser les créances. Donc ça a été vite réglé, il y a eu un jugement au mois de juin, le jugement oblige à nous vendre, et donc on achète. Et comme je ne suis pas complètement philanthrope, j'avais le coup derrière avec un projet. Ce projet, c'est la construction d'une résidence étudiante. Donc, ici, vont s'installer 80 étudiants. C'est des petits appartements, c'est pour ça, c'est pas si grand, mais les étudiants n'ont pas des F5. Donc, ils vont s'installer ici. Pourquoi? Vous l'avez tous compris, hein. 2001, Université La Pléiade, et puis la fac Pasteur avec Théor qui est juste devant, c'est quand même assez idéal. Et je pense que c'est important dans une ville d'avoir de la diversité dans son habitat et dans sa population. Il ne s'agit pas d'avoir une ville que de seniors, d'une ville que d'actifs, d'une ville que de jeunes. Il faut un équilibre, il faut une harmonie pour que tout ça vive bien ensemble. Je pense que c'est intéressant pour nous d'avoir aussi des étudiants qui, forcément, vont aussi faire vivre le commerce local quand ils vont être installés ici. Donc, rapidement, la caisse d'épargne s'installera, là, c'est en train de se caler au rez-de-chaussée, c'est celle qui est sur Notre-Dame de Bondeville. Donc là, ils sont OK pour venir ici. Et ici, l'opticien de la mutualité, qui se trouve rue des Martyrs. Voilà. Et d'ailleurs, le dentiste de la mutualité est en train de se positionner aussi dans ce qu'on appelle la poudrerie royale, vous savez, à côté de la maison Pélissier. Toujours l'accès au parking. Hein. Ici, il y a une petite arche qui permet évidemment d'avoir accès au parking derrière. Ensuite, concernant la solidarité. Donc, rapidement, mais il faut le dire quand même. Donc, une politique senior qu'on a décuplée, qu'on continue à faire. Donc, on a recruté dans notre résidence pour personnes âgées, ce qu'on appelle maintenant les résidences autonomie, ça s'appelle plus RPA, ça s'appelle résidence autonomie. On a recruté une animatrice à temps plein. Et c'est vrai que ça donne vraiment de la vie à cette maison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités. Vraiment, l'ambiance a complètement changé. C'était bien avant, mais c'est encore mieux maintenant. Donc, une animatrice qui fait vivre tout ça. Les sorties, le voyage des seniors, c'est une nouveauté. On a souhaité, avec Annick Mertens, mettre en place, proposer des vacances à nos seniors. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos seniors ne partent pas en vacances. Alors, il n'y a pas que, vous allez me dire. Il n'y a pas que. Mais les seniors qui sont isolés, seuls, qui rencontrent personne.
Sauf qu'il y a un problème de revenus. Si on ne part pas en vacances, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens de partir en vacances. Donc on s'est rapproché d'un organisme pour justement pouvoir proposer des séjours de 8 jours en pension complète, excursion comprise, en fonction des revenus. Les revenus les plus bas ont payé 160 € la semaine. Les revenus les plus hauts, et quand je dis les plus hauts, il n'y a pas de limite, au plus haut, ont payé 413 €. Pension complète, 8 jours, excursion comprise. Donc j'ai voulu me rendre, ils ont été en Bretagne, j'ai voulu me rendre pour, comme c'était une première, pour sentir un peu les choses. Et bon, évidemment, c'était très bien, bonne ambiance, que du positif, que du bonheur, dit Yannick. Mais moi, j'ai senti autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est que dans ce séjour, il y avait une vraie mixité sociale. Vraie mixité. C'est-à-dire qu'il y avait des retraités qui étaient des cadres en retraite, qui avaient sans doute des bons revenus, mais qui souhaitaient partir en excursion. Et à la table, eh bien, on avait des fois, je me suis arrangé pour faire toutes les tables, je ne restais que 2 jours, mais on sentait eh bien, qu'il y avait une vraie mixité et qu'il y avait des gens qui étaient venus d'horizons, qui avaient une vie différente, mais qui partageaient ce moment. Et ça, bah, quand on est maire, c'est un petit peu pour ça qu'on se bat. Ensuite, paperasse assistance, un vrai succès. Hein. Alors, il ne s'agit pas de lutter contre la phobie administrative que peuvent avoir certains députés, mais là, il s'agit vraiment d'aider les gens. Pourquoi? Parce que bah, souvent, vous êtes débordé par les papiers, la CAF, la Sécu, les impôts, des fois des problèmes sur des crosses de jugement. Voilà. Et les gens, des fois, se font un peu déborder par toute la paperasse. Et donc, il s'agissait parfois des gens qui ne sont pas à l'aise à l'écriture, des choses comme ça. Donc, ce service a été mis en place à la médiathèque, 1 fois par mois. Je pense bien qu'on va passer sans doute à 2 fois par mois, au vu du succès. Voilà, ça permet d'aider les gens. Et là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Hein. Des fois, on n'est pas tous voilà, formés à affronter toute cette paperasse administrative, des fois, qui nous déborde assez vite. Ensuite, sur le volet économique, vous le voyez, on a eu des mauvaises nouvelles cet été avec les 116 suppressions d'emplois à Novandi, ce qu'on appelle, nous, ici à Maromme, Maminova. Alors je dis 116, même si ça ne plaît pas à la direction, puisque la direction dit non, ce n'est pas 116, c'est 70. Non. Parce qu'ils considèrent qu'il y a une partie des salariés qui vont être mutés à Hainaut. Hainaut, c'est au milieu de la France. Et moi je dis, ceux qui vont partir, eh bien, dans le couple, un des deux va être obligé de lâcher son boulot. Donc au bout du compte, c'est 116 pertes d'emploi. Donc on se mobilise, en tout cas moi je suis mobilisé beaucoup, et je travaille aujourd'hui à essayer de proposer un travail à ces 116 personnes qui vont être mises sur le carreau. Donc je suis en lien avec les directeurs des ressources humaines, des grandes entreprises qui sont autour de nous. Ils me demandent de taire le nom, donc je ne donnerai pas leur nom. Et on travaille justement à la réembauche de ces personnels. Je bois un petit verre. Un petit verre d'eau, pour ceux qui auraient un doute. Mais on a quand même des bonnes nouvelles. Et vous savez, moi je suis d'un tempérament, voilà, moi quand il y a une difficulté, j'y fais face, je me bats et voilà, je suis meilleur dans l'adversité. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Puisqu'on a eu ici ce qu'on appelle Terre Azur, qui est venu s'installer, ça s'appelle aussi Pomona, qui est venu s'installer, qui a construit, à côté des services techniques, sur la zone industrielle de la Maine, qui a construit un hangar de 5000 m², donc c'est considérable, c'est très très grand, réfrigéré, pour accueillir des produits frais, mais aussi des produits de la mer. Et a embauché pas loin de 120 personnes. Donc on a eu un petit peu d'emplois qui est arrivé de Dieppe, parce qu'ils ont déménagé, et ils ont créé des emplois. Et moi, permanent, je reçois des gens, j'ai des CV, je leur ai donné toute la pochette, et ils ont embauché des Maromais. Donc c'est quand même un gros plus pour notre territoire d'avoir des entreprises qui arrivent et qui se font, et notamment des Maromais qui se font embaucher. Le travail est assez dur. D'ailleurs, si je suis un peu malade, c'est lors de l'inauguration, passer 1 heure dans les frigos, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on est en costume. Mais ça embauche, donc c'est positif. Et puis ça crée de l'activité et ça dynamise notre zone.
On a Somedec aussi, qui est ici. Alors Somedec, vous savez, ça a fait le buzz pendant la campagne municipale, se disant que le maire allait construire, on parlait même de l'hôtel de ville. Voilà. Tellement construire que je l'ai vendu à Somedec, le terrain qui nous appartenait. Et Somedec, aujourd'hui, ils sont chez eux. Voilà, ils font même des investissements pour se développer et ils ont embauché. Donc on a aussi pérennisé de l'emploi et pérennisé une entreprise sur notre secteur. Ici, la poudrerie royale. Voilà. Alors pourquoi on appelle ça la poudrerie royale, hein? Tout simplement parce qu'à cet endroit-là était fabriquée la poudre à canon du Royaume de France. Voilà. Donc c'était le nom du lieu il y a 2 siècles. Et puis ici, le bâtiment Pixel, qui est un bâtiment municipal, vous savez, c'est là où on a installé nos services techniques. Donc on a une moitié sur nos services techniques et l'autre moitié sur des entreprises. Alors on a sorti ça en pleine crise économique. Pleine crise économique, donc on a évidemment pour le louer, quand vous êtes en pleine crise économique où les entreprises se recroquevillent un peu, c'était pas évident. Là aujourd'hui, on a rempli l'ensemble des cases, donc ça, même chose, ça apporte de l'emploi avec des entreprises qui pour le coup sont à l'international. Ensuite, concernant la sécurité, j'ai souhaité embaucher un policier municipal de plus. C'est pas un mot que je dis souvent, parce que faire des économies dans une ville, j'ai commencé par ça en introduction, dans une ville, le plus gros poste de défense, c'est le personnel. Pas parce qu'ils sont trop payés, c'est parce que pour assurer le service public, eh bien, il faut des hommes et des femmes. Tous les services qu'on a dans cette ville, qui sont nombreux pour notre ville, c'est assuré par des hommes et des femmes. Donc, diminuer le nombre de personnel, des fois, c'est toucher un peu au service public. Donc, il faut toujours garder cet équilibre. Mais j'ai cette vigilance que nos charges de personnel n'explosent pas. Néanmoins, je pensais qu'il était nécessaire d'avoir un effectif supplémentaire sur la police municipale, parce qu'à 5, ça permet des rondes différentes et ça permet surtout des plages horaires. Vous savez qu'ils ne travaillent pas la nuit, puisqu'il y a la police municipale et la police nationale, tout ça est complémentaire. Donc c'est un effectif supplémentaire. Des aménagements de sécurisation, typiquement là c'était Côte du Four à Chaud. Et puis là j'étais accompagné du procureur de la République, la signature du rappel à l'ordre. Donc j'ai souhaité qu'on s'engage dans cette démarche. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'incivilité. Vous avez tous des exemples en tête et quand vous allez venir nous voir poser des questions, sans doute certains vont nous parler d'incivilité, voire de délinquance. Mais entre l'incivilité et la délinquance, il y a un fossé. Et il y a un fossé où il n'y a pas d'outils. Et on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Et ça monte, et là ça tombe dans la délinquance, et là ça tombe dans le judiciaire. Mais avant d'arriver au judiciaire, il ne se passe pas grand-chose. Le rappel à l'ordre permet au maire de convoquer un ou une individu pour, justement, dans une cérémonie très solennelle, où je suis beaucoup moins cordial que ce soir, de réaffirmer les choses et d'expliquer un petit peu aux gens comment on vit en société et comment on vit ensemble. Ce n'est pas des paroles en l'air, puisque tout ça est fait en lien avec le procureur de la République, qui valide ma convocation, et le procureur de la République qui a un compte-rendu du rappel à l'ordre. Donc on a déjà mis en place du rappel à l'ordre. Jusqu'à maintenant, c'est efficace. Alors, sans doute que dans vos têtes, vous dites, oui, les jeunes, ils en ont bien besoin, mais on a aussi des femmes de 50 ans qui se battent à la médiathèque. Donc, le civisme, la citoyenneté, c'est pour nous tous, quelle que soit la strate sociale, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Voilà. Mais cet outil, je pense, est important. Et en tout cas, moi, je l'actionnerai dès que ça sera nécessaire. Et évidemment, quand j'actionne cette démarche, elle doit être validée par le procureur de la République. J'ai le cas d'une dame qui dit « Monsieur le maire, vous n'avez pas enclenché le rappel à l'ordre », donc quelqu'un qui était bien au courant. Oui, j'ai demandé au procureur de la République, et le procureur de la République a dit « Non, ça ne mérite pas un rappel à l'ordre ». Alors des fois, c'est l'inverse. Hein. Le procureur de la République fait « Non, non, monsieur le maire, faites pas un rappel à l'ordre, je vais m'en occuper personnellement ». Voilà. Et là, on passe le cran du dessus, mais c'est intéressant, parce qu'il ne s'en serait pas occupé personnellement s'il n'y avait pas eu ce dispositif. Voilà, rapidement, pour ce qui concerne la sécurité. Sans transition, l'éducation, quoique le civisme et la citoyenneté, c'est quand même de l'éducation. Donc, rapidement, vous dire que c'est l'un des plus gros postes de dépenses de la ville. 22% de notre budget est consacré à l'éducation. Des travaux, beaucoup, dans toutes les écoles. Dans votre école, on a refait toutes les peintures des parties communes. Je n'ai pas choisi la peinture.
les goûts et les couleurs, certains aiment, d'autres aiment moins. Donc on fait beaucoup de travaux dans toutes les écoles. On a dans votre quartier refait la cour de l'école d'Esnos, maternelle. Hein, certains ont vu. Alors je vous donne quand même, parce que c'est de l'argent public, c'est votre argent. Hein. Un maire, c'est quoi? Un maire, il gère l'argent des contribuables et il essaye de le redistribuer dans l'intérêt général. Donc c'est important que vous ayez les sommes en tête parce que souvent les gens ne se rendent pas compte. La cour d'Esnos, de la maternelle d'Esnos qu'on a refait cet été, ça nous a coûté 100 000 €. Voilà. Donc, vous savez, entre le budget d'un ménage et le budget d'un vie, des fois, on ne se rend pas forcément compte. Et parfois, les conseils d'école disent « Monsieur le maire, pourquoi vous ne refaites pas ?» C'est vrai que la cour d'école, on en parle depuis longtemps. Mais on attendait d'avoir la fenêtre budgétaire, comme on dit, pour le faire. Et là, on l'avait, donc on l'a fait. Donc, c'est tout de suite des sommes très importantes, les moindres travaux. Donc là, travaux réguliers. Et puis, une petite photo ici, c'est l'école Flaubert, vous savez, qui se trouve du côté de la mairie. Donc là, on la termine puisqu'on a fait la place Saint-Just. Donc on finit cette partie-là. Et puis là, Marie-Claude Mazurier est en train de travailler sur l'école d'Elbos, le hall d'entrée. Il y a des choses, le préau quand on a aussi besoin. Sur les rythmes scolaires, un passage rapide. J'ai envie que ça s'arrête parce que les rythmes scolaires qui n'arrêtent pas de changer constamment, pour une collectivité, c'est quand même très compliqué. C'est énormément de travail. Énormément de travail. Donc, ce sont les parents, les habitants, les grands-parents qui ont décidé. On a fait un sondage dans la ville, à la fois auprès des parents d'élèves, après des concitoyens, parce que c'était dans le magazine aussi. Voilà, sondage indiscutable. 75% des habitants souhaitaient le retour de la semaine à 4 jours. Donc, j'ai remis la semaine à 4 jours, voilà, avec le mercredi, évidemment, où on propose le centre de loisirs. Ensuite, concernant les classes numériques, vous savez qu'on a mis beaucoup d'argent sur ce budget, pour numériser les classes. C'est-à-dire qu'on a mis plus de 200 000 €. Les ordinateurs vont être installés à la Toussaint et peut-être un peu aux vacances de Noël, pour installer 4 ordinateurs dans toutes les classes des primaires de la ville, 9. Pour donner un ordinateur à tous les enseignants de primaire de la ville et pour installer dans toutes les classes de la ville des vidéoprojecteurs pour que les enseignants puissent projeter et puis avec des tableaux voilà, et leur ordinateur organiser les choses. Donc c'est quand même un gros plus pour nos jeunes d'avoir du matériel adéquat. Donc tout ça a demandé beaucoup d'investissement parce que installer l'ordinateur, l'acheter, c'est beaucoup d'argent. C'est une chose, mais il faut aussi installer ce qu'on appelle les goulottes, les prises, ainsi de suite. Je rentre dans le détail pour que chacun se rende compte, parce que certains se disent « mais pourquoi il n'a pas fait avant ?» Mais parce que tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et donc, on essaye de trouver des possibilités pour le faire. Mais là, aujourd'hui, on va être complètement à niveau. Et on a été un peu plus loin, c'est fait d'ailleurs, on a installé 2 ordinateurs dans les grandes sections maternelles aussi. Voilà, parce que c'est une demande des enseignants aussi d'installer des ordinateurs dans les grandes sections maternelles. Donc là, aujourd'hui, on a tout remis à niveau, au niveau de la numérisation de notre parc. En ce qui concerne la jeunesse aussi, mission locale. Donc la mission locale est installée aujourd'hui à Maromme, mais les moyens vont se décupler. Parce qu'il y a une grande mission locale rive gauche, et j'ai réussi à obtenir que la seule mission locale rive droite soit installée à Maromme. Donc elle va s'installer rue Bérubé. Et donc c'est énormément d'agents de la mission locale qui arrivent à Maromme, qui va permettre de faire de la formation, de faire des ateliers et d'aider notamment les jeunes au retour à l'emploi. Ici, c'est l'intérieur de la poudrerie royale, ce qu'on a vu, ce que j'appelais tout à l'heure troc de Lille. Pourquoi cette photo dans la jeunesse? Parce que l'année prochaine, à la même époque, va s'ouvrir ici une nouvelle crèche de ce qu'on dit 40 berceaux. 40 places. Donc c'est une crèche qui sera exactement au même tarif que la crèche d'Olto, qui continue à fonctionner, ou de la crèche des Petites Frumousses sur le quartier de la Maine, qui continue à fonctionner. On va créer sur la ville 40 places supplémentaires de crèche au même tarif, même principe d'inscription. Et puis des projets jeunes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a lancé. On souhaite mieux accompagner les jeunes dans leurs projets. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plein de dispositifs. Il y a le contrat partenaire jeune, il y a les chantiers jeunes. Donc tous ces dispositifs, on va en faire qu'un, qui va faire la même chose, mais qu'on va appeler
bourse au projet jeune. Et donc, on aura sa bourse au projet jeune en fonction de tout ce que je vous ai dit. Rien ne changera. L'enveloppe budgétaire sera la même. On va même essayer de voir si on ne peut pas en mettre un peu plus. Ce qui permettra d'avoir un dispositif qui parle un peu plus et toujours avec la notion de contrepartie. Voilà pour la petite enfance. Concernant la culture, je vais essayer d'accélérer. Je regarde l'heure, oui, je suis un petit peu en retard. Donc, concernant la culture, l'école de musique entièrement refaite. Plus de 100 000 € ont été mis dans l'école de musique. Ça en avait besoin. Hein, donc, on a fait le rejointement l'extérieur. On a refait l'intérieur. On a encore la moquette au mur. Donc, on a fait vraiment un beau coup de propre. Maintenant, tout le monde et les élèves. Alors, l'école de musique qui marche très, très bien. Moi, quand je suis arrivé comme maire, à l'école de musique, il y avait 15% de Mahomet dans les inscrits. 15% de Mahomet. Tout le reste était l'extérieur de la ville. Avec Jean-Marc Richard, on a changé la tarification. On a passé les prix. On est l'école de musique, pour ses habitants, la moins chère des 71 communes, avec les prêts d'instruments. Par contre, on a explosé le prix des extérieurs. Ça a eu l'effet qu'on souhaitait, puisque là, à cette rentrée, on a 75% de Mahomet qui sont inscrits à l'école de musique. C'est bien notre job, d'accord, de proposer des choses avant tout aux Mahomet plutôt que de servir les extérieurs qui pourraient très bien aller dans leur commune. La maison Pélissier, qui devient un centre d'art contemporain. Donc ça, c'est vraiment une plus-value pour nous. Il y a eu un vernissage il y a 15 jours. J'ai réussi à obtenir de tous les partenaires, hein, de la région, du directeur régional des affaires culturelles, de l'État, du département, eh bien, que ce lieu devienne un lieu emblématique de l'art contemporain. Et on va obtenir en janvier, alors les choses vont très très vite, là, ça s'emballe positivement, ça va devenir un centre d'art national d'art contemporain, parce qu'on va avoir le label en janvier. Donc ça a fait venir, par exemple, au vernissage, il y a eu des cars de Paris qui sont venus pour voir le vernissage, pour vous donner le niveau de qualité de l'exposition. Les artistes qui venaient exposer étaient présents il y a 15 jours à Pélissier. Il y avait un New-Yorkais, il y avait un Argentin, il y avait 2 Brésiliens, il y avait un Vietnamien. Donc voilà, c'est aujourd'hui un équipement qui prend vraiment une autre dimension. Voilà, j'ai été un peu long, mais il y avait plein de choses dans votre quartier. Puis en plus, vous venez de plein d'horizons différents. Mais volontairement, on a souhaité que nos réunions soient moins longues que d'habitude, puisque certains trouvaient que ça allait un peu trop tard. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à vous lever, à venir nous poser des questions. Vous avez une petite boîte là-bas pour écrire vos questions sur un papier, de manière à, si vous voulez, n'oubliez pas de mettre votre adresse, sinon il n'y aura pas de réponse possible. Voilà, et puis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous. Oui. Moi, je me suis mis par là, j'espère avoir des questions, parce que c'est la 4e fois, j'ai pas de questions. Non, j'ai pas de questions.